fait aujourd'hui pour renouveler ces stocks? On le sait, ils ont envoyé un nombre considérable de missiles. Ils continuent d'envoyer des missiles sur Israël et dans les pays du Golfe. Est-ce qu'ils ont une capacité de régénération plus importante que les autres? Capacité de régénération, peut-être pas, parce qu'il y a eu des images, je crois que c'était israélienne, soit il y a deux solutions, soit israélienne, soit américaine, de frappes sur des usines où produisaient justement, où étaient produits justement des missiles balistiques. En fait, il faut voir, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, depuis le départ, les annonces américaines et israéliennes disaient on a détruit environ un tiers des missiles, ou la moitié des missiles, mais jamais, grand jamais, 100%. Et donc de base, il restait des missiles opérationnels. Ensuite, il y a aussi des annonces comme quoi des sites souterrains ont été frappés. Désormais, la presse américaine confirme que les Iraniens ont réussi à déboucher les entrées et de fait à pouvoir réaccéder à ce qui se trouvait dedans. Et enfin, dernière chose, il y a tout de même une diminution des frappes. On était de mémoire plus de 300 frappes le premier jour au 28 février. On est à quelques dizaines aujourd'hui, et bien pour la seule et bonne raison que les Américains et les Israéliens frappent en priorité, du moins dès qu'ils en trouvent un, les lance-missiles, les véhicules lance-missiles qui permettent de tirer ces fameux missiles balistiques. Et justement, quand je vous écoute, pourquoi aujourd'hui Israël et les États-Unis n'arrivent pas à tout détruire? C'est parce que notamment l'Iran cache justement ses capacités militaires. Oui, tout à fait. Et puis l'Iran, déjà, est un grand territoire. On parle de missiles balistiques qui sont de courte portée, mais courte portée, déjà, c'est moins de 1000 km et c'est utilisé principalement pour frapper tous les pays du Golfe. Et puis en plus, à cela, il faut rajouter des missiles balistiques de moyenne portée. Là, les Iraniens ont des capacités à 2000 km. Et donc, c'est trouver à chaque fois l'aiguille dans une botte de foin. Et bien évidemment, les Iraniens les déploient au dernier moment pour éviter la moindre frappe, pour pouvoir réutiliser pour une frappe suivante les différents lance-missiles pour pouvoir justement continuer à frapper les différents pays de la zone ou Israël au niveau de la longue portée. Gaëtan Powys, vous restez avec nous. Hélène Bonnet, lorsqu'on écoute Gaëtan Powys, son parallèle est très intéressant. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est un objectif irréalisable aujourd'hui d'aller chercher ces lanceurs de missiles iraniens, de les détruire un à un pour vraiment mettre à mal et détruire toutes les capacités iraniennes. Quand on regarde donc effectivement cette capacité à résister visiblement des Iraniens, ces images de propagande, mais qui donc certes sont de la propagande, mais montrent à quel point les Iraniens se sont préparés en enfouissant une partie de leurs moyens. Quand on prend la grandeur, la taille de ce pays, sa topographie, on imagine que aller chercher jusqu'au dernier des lanceurs, jusqu'au dernier des missiles, c'est une tâche absolument gigantesque. Ça nécessite un renseignement absolument pointu, précis, et même si du côté israélien, il y a quand même énormément de capacités de renseignement, est-ce qu'ils ont tous les éléments, tous les détails face à l'ampleur de la tâche, il y a point d'interrogation. Et puis, il faut les moyens, il faut le temps. Mine de rien, ça prend encore beaucoup de temps. Est-ce que Donald Trump voudra le consacrer et aller vraiment jusqu'au bout de cette tâche ? Je suis pas sûre, en fait. Quand on voit les déclarations du président, qui a quand même hâte de sortir de cette situation. Bernard Roncade. Oui, on parlait des tunnels que les Iraniens cachent leurs armes. Ils vont pas les mettre sur une colline pour qu'on puisse attaquer facilement. Et c'est une technique très ancienne. Je me souviens, je fréquente l'Iran depuis 50 ans, à l'époque du Shah, dans les années 75-76, autour de Téhéran. Il faisait déjà ça ? Oui. Le Shah avait décidé, les chars d'assaut qui étaient autour de Téhéran pour protéger la ville, c'est normal, étaient dans des hangars à ciel ouvert. Ils avaient commencé à faire des trous dans la montagne pour que les chars d'assaut entourant Téhéran soient au moins à l'abri d'une bombe ordinaire. Et l'Iran est un pays qui avait la plus grande réseau de canalisation, d'irrigation au monde. Et donc ils ont l'habitude de faire des tunnels. Et c'est une spécialité. Et après la guerre, Irak-Iran, les gardiens de la Révolution notamment ont récupéré tout le matériel de travaux publics qui était utilisé par la guerre Irak-Iran pour en faire une entreprise de travaux publics. Ils en ont fait des barrages et beaucoup de choses, et ils avaient les moyens de creuser des tunnels exceptionnels, on les voit, capables effectivement d'être utilisés pour des questions civiles et évidemment militaires. Et donc le fait de cacher ça dans les souterrains
j'ai dit, une tradition nationale iranienne. Alors en parallèle justement de ces questions autour des capacités iraniennes, il y a les capacités israéliennes et américaines, parce qu'évidemment la guerre elle dure maintenant 4 semaines et depuis plusieurs jours maintenant, on entend ici et là côté israélien que les stocks ne seraient pas aussi inépuisables que cela. C'est un responsable israélien notamment qui le disait au journal Sémaphore. Israël est entré dans le conflit actuel avec des capacités limitées d'intercepteurs après en avoir utilisé un nombre important lors des affrontements de l'été dernier, lors de la guerre des 12 jours. Général Dominique Delors, si je comprends bien, quand on regarde un petit peu tout ça, on est presque en droit de se demander si aujourd'hui, ce n'est pas l'Iran qui a l'avantage sur le terrain. Alors, je n'irai pas sur votre dernière conclusion, parce que je pense... Mais la question mérite d'être posée. Absolument. Elle peut être posée, la question. Alors, j'y répondrai négativement. C'est-à-dire que, effectivement, les interceptions coûtent extrêmement cher. Une des premières soirées, entre guillemets, en Israël, lors de la guerre des 12 jours, elle coûtait $1 milliard d'intercepteurs. Donc, c'est des soirées qui sont des folles soirées, si je veux dire. Alors là, ils en ont utilisé beaucoup, et effectivement... Et comme toujours, il y a une limite, parce qu'on veut toujours en garder pour la soif. Garder pour la soif. Donc les stocks diminuent. Alors en même temps, on voit que le nombre de tirs effectués par les Iraniens affaiblit aussi d'à peu près 90%. Donc on consomme 90% de moins d'intercepteurs chaque nuit que par rapport à la nuit initiale il y a un mois. Alors ceci dit, y a-t-il un avantage? Alors c'est la puissance américaine permettrait de dire que c'est la puissance américaine. Donc c'est eux qui ont la plus grande réserve. Alors ça ne veut pas dire qu'elle soit énorme. Ça veut dire qu'effectivement, le président Zelensky, il a raison de dire que les Européens vont tomber sur un bec quand ils vont vouloir acheter des patriotes pour les transférer à un truc. Parce que les patriotes vont partir. Et d'ailleurs, il y en a qui ont fait le mouvement depuis la Corée ou depuis de l'Europe pour venir sur les bases américaines ou en Israël. Donc oui, il y a un problème de missiles de différents types d'ailleurs. Donc ça, c'est une réalité. De là à dire, puisque c'est le sens de votre question, que les Iraniens ont l'avantage... C'est pas moi qui le dis, il y a des économistes. Si vous voulez, je dirais quand même une chose. Il faut quand même rester réaliste. Si vous regardez les résultats matériels des tirs iraniens que sur Israël, et vous regardez les résultats matériels des tirs américains et israéliens en Iran, c'est de 1 à 3 000. C'est-à-dire que regardons quand même les choses sérieusement. C'est vrai que le conflit dure et il va durer parce que les Iraniens sont très résilients et ils sont totalement déterminés. Mais les dégâts causés à l'Iran sont 3000 fois supérieurs, voire plus, 10 000 fois supérieurs à ce qui a été fait en Israël. C'est un peu plus important pour les États du Golfe, c'est pour ça que les États du Golfe sont plus nerveux, parce qu'évidemment, ils sont plus vulnérables avec leur système de pétrolier et de gaz qui sont développés. Mais si on regarde, parce que si vous voulez, il y a toujours un terme d'efficacité dans l'action militaire. L'action militaire, dans ses dégâts, je ne dis pas dans sa réalité politique, mais dans ses dégâts, évidemment totalement en faveur de la coalition américano-israélienne.